Je vous remercie d'être nombreux ce soir parce que je pense que les thématiques du commercial vous concernent tous, que vous soyez cadre, patron d'entreprise, vous avez peut-être une équipe ou c'est peut-être vous qui vous chargez de ces missions-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier qui évolue beaucoup. Et avant de commencer à aborder ce sujet, j'aimerais que Michel se présente en quelques mots parce que ça permettra de comprendre aussi pourquoi il a connu toutes les évolutions du métier. Alors en fait, bonjour à tous. Alors effectivement, tu m'interroges sur cette question-là parce que tu sais que j'ai démarré à vendre de la publicité en porte-à-porte dans la presse gratuite, qui aujourd'hui est un support qui n'existe plus. Donc effectivement, j'ai connu des recettes commerciales qui n'étaient pas digitales, qui étaient plutôt physiques. On prospectait sur des listes, on cherchait des clients, on prospectait sur des zones géographiques et c'est vrai que c'était quand même assez hard. Et donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on ne pratique plus comme ça, premièrement parce que le comportement de l'acheteur a changé. Donc on n'accepte plus des appels intrusifs. Si vous travaillez cet après-midi dans un bureau et que vous avez 3 appels d'un fournisseur, vous allez lui dire, écoutez, je suis occupé, je suis sur un dossier et merci de ne pas me déranger. Donc c'est plutôt cette évolution-là. Et donc j'ai connu finalement toutes les étapes de la prospection traditionnelle dans le dur jusqu'à aujourd'hui, une prospection complètement nouvelle et en tous les cas où le processus est modernisé. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es à la tête d'une société. Si tu peux nous en dire 2 mots et puis d'aborder en fait la question du contexte. En fait, aujourd'hui, on parle de commercial du futur. Alors, est-ce qu'il est 2.0, 3.0 ? Alors du coup, moi je suis donc le patron de l'agence Winbound, qui est une agence en inbound marketing. Donc l'inbound, c'est attirer à soi, donc c'est une approche non intrusive. On appelle plutôt ça permissif. Et je suis adossé à un grand groupe qui s'appelle le groupe MV Group, Mediaveil. Et en fait, notre métier, c'est au final de moderniser le processus commercial et surtout d'utiliser tous les leviers du digital qui permettent aujourd'hui d'attirer des prospects. Et puis après, bien évidemment, les attirer et les faire se rendre avec un fort intérêt sur notre offre, il faut aussi les transformer. Autrement, ça n'a pas d'utilité. Donc, on travaille sur tout le processus commercial. Alors, le commercial aujourd'hui en porte-à-porte, en phoning, en relance mail, est-ce que c'est fini ? Alors le métier du commercial, il est loin d'être fini, parce que moi je pense qu'on n'a pas du tout changé les fondamentaux du commerce, qui sont le commerce au final c'est une relation humaine. Et c'est vrai que ce que je vais vous dire peut paraître un petit peu trompeur ou antinomique, mais en fait aujourd'hui l'humain a plus de place qu'il n'en a jamais eu, puisqu'en fait le digital c'est de l'humain. Si c'est pas de l'humain, ça fonctionne pas. Les robots d'envoyer des messages automatiques sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Donc ce qui marche, c'est l'humain. Je dirais presque aujourd'hui, j'ai une phrase pour dire ça, c'est la marque devient un humain. Sur LinkedIn, c'est bien un humain qui prend contact avec un autre humain. C'est ce qui fonctionne le mieux, ce qui fait qu'il y a des likes, etc. Donc la place de l'humain n'a pas bougé. Alors tout à l'heure, tu me parlais du contexte. Ce qui a bougé dans le contexte, c'est que le digital, en fait, transforme globalement les techniques de vente. On a d'un côté la technologie, qui est complètement nouvelle et qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas travailler comme avant, parce que je vais avoir un outil de gestion client. Je vais avoir des outils pour gérer aussi l'acquisition marketing. Je vais pouvoir traquer mes propositions. Je vais travailler avec ma messagerie mail, etc. Donc la technologie, elle a changé. On pourrait même parler d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu connais Julidesk, qui permet aujourd'hui d'avoir des réponses automatiques à des demandes de rendez-vous. Donc là, la technologie, elle transforme fortement, en tous les cas, les techniques de vente. Et puis de l'autre côté, tu as aussi le changement du comportement du consommateur, ce que je disais tout à l'heure. On ne peut plus être intrusif, on ne peut plus appeler à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on doit être dans de la personnalisation et on doit être réactif. Mais le métier, il ne change pas. Aujourd'hui, le succès du commerce, c'est de l'humain. C'est de l'émotion. Si je ne mets pas d'émotion dans mon contact, d'émotion dans ma vente, si je ne donne pas un intérêt fort, si je ne montre pas une expertise forte que je pourrais apporter à mon client, ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, l'évolution, elle est sur la co-construction. Je donne vraiment un intérêt, une émotion, je continue à faire rire mon client, je lui montre que je suis sérieux, je lui montre que je suis réactif, que je vais très rapidement répondre à ses besoins. Et du coup, voilà, ça c'est la vente. La vente, on l'étoffe par des outils, mais on ne change pas les fondamentaux. Donc concrètement, moi je suis patron d'une PME ou d'une TPE. Par où je commence comment je fais ? Alors, tout d'abord, quand on est dans une entreprise, il faut déjà se poser des vraies questions stratégiques. C'est quoi mon contexte de l'entreprise ? Donc, c'est quoi au final mon marché ?
combien de clients je veux toucher, est-ce que j'ai véritablement un avantage concurrentiel sur le marché, c'est quoi mes objectifs commerciaux, c'est quoi mon modèle économique, est-ce que j'ai de la marge, pas de marge, etc. Donc il y a des vraies questions stratégiques à se poser. Qui sont les clients cibles idéaux que je veux toucher? Vous avez des fois des entreprises qui n'ont même pas eu cette réflexion-là. Donc en fait, je tape un peu tout azimut ou je suis encore sur des anciens fichiers plus ou moins segmentés dans un outil, etc. Donc déjà, c'est se poser sur sa stratégie. Quel est le marché que je peux conquérir, comment je vais attaquer ce marché-là. Et après, quand on parle de digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, du coup, le web, c'est un potentiel énorme qui existe. C'est comment je peux capter une partie de ce potentiel. Puisqu'il est difficile d'aller prospecter en porte-à-porte, parce que ça ne marche plus. Il est difficile d'avoir des listes intelligentes. La RGPD, d'ailleurs, ne favorise pas l'envoi sur des fichiers en push, puisque du coup, il faut demander le consentement. Donc, elle vient, à la limite, nous, ça nous va bien. En push, peut-être. Alors, j'ai dit à Michel que voilà, s'il y avait beaucoup d'anglicisme, il ne faut pas hésiter dans la salle à lever la main et on traduira. Voilà. Donc, je disais que voilà, on ne peut plus pousser des communications comme on l'a fait. De toute façon, si on fait un retour en arrière, avant, on était sur la communication de masse. Donc, tu travailles dans la presse. Ouais. La communication de masse, c'est que globalement, le client achetait une audience et puis il diffusait à cette audience-là un message publicitaire qui était d'ailleurs souvent promotionnel. Donc plutôt un encart publicitaire, pour bien comprendre. Il diffusait, il y avait du prospectus dans la boîte aux lettres, il y en a un peu moins, il y a de la publicité radio, voilà. Donc la communication de masse, elle fonctionne, mais elle touche soit une audience large, soit une audience sur une zone géographique. Mais elle n'est pas toujours très qualifiée. Aujourd'hui, ce que change le web, c'est qu'on peut mesurer ce qu'on fait. Donc en fait, on va mieux qualifier ce que je fais pour que mon investissement publicitaire, entre autres, soit plus héroïste. Donc du coup, ce que change le web, c'est qu'à la fois c'est un potentiel énorme et à la fois je mesure ce que je fais. Donc comment je commence quand je suis une TPE, c'est que déjà j'ai mon site internet. Un site internet, il doit être conforme aux moteurs de réponse que sont Google, Bing, Quant. Ils doivent techniquement, potentiellement permettre d'attirer de l'audience. Souvent, les sites ne sont pas conformes. Donc pas de site vitrine, un site alimenté tu peux. Alors, c'est vrai qu'on a été longtemps dans la culture du site vitrine, puisqu'en fait, la plupart des entreprises, on leur a dit maintenant, tu n'as pas le choix, il faut une page Facebook et il faut un site internet. Donc tout le monde a dit je vais mettre ma trombine dessus, je vais mettre le logo de ma boîte et puis c'est fait. Et puis en fait, maintenant, on se dit non, c'est plus trop ça, il faut que j'ai un site internet qui parle aux clients que je cible. Et du coup, que ce client vienne sur mon site par le référencement naturel, qui est un des premiers leviers, qui permet du coup de référencer des mots-clés dans des volumes de recherche qu'il y a sur Google, puisque dans les moteurs de recherche, vous avez donc des volumes de recherche avec des requêtes tapées par des internautes. L'internaute, il ne vous cherche plus vous. La marque, aujourd'hui, elle ne disparaît pas, elle réassure. Mais aujourd'hui, l'internaute, il a des problèmes ou des problématiques. Il tape sur Internet des requêtes. Par exemple, si j'ai une start-up et que je cherche un comptable pour ma start-up, je vais mettre cherche comptable pour start-up. Montre des réponses. Ou j'aurais pu taper un problème, comment boucler mon bilan comptable, etc. Il y a des réponses qui remontent. Donc ce sont des entreprises qui ont aussi à se référencer dans ces mots-clés-là sur Internet et qui remontent. Et donc c'est comme ça que j'appréhende efficacement des entreprises qui ont une réponse à ma problématique. Et si forcément une entreprise remonte plusieurs fois sur mes requêtes, je vais me dire, tiens, c'est peut-être avec elle que j'aurai intérêt de travailler. Et donc, premier élément, c'est le site internet. Ensuite, c'est le référencement naturel. Du référencement payant, c'est acheter des mots-clés, faire de la publicité sur LinkedIn, Facebook. Alors, ce qui n'est pas très cher en investissement ? Alors, ce qui n'est pas très cher, c'est toujours pareil. S'il y a de la concurrence, c'est cher. Si je veux aller sur des mots-clés très recherchés ou sur lesquels il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup d'enseignes, ça va être cher. Par contre, si je suis sur un marché de niche, alors le volume est plus faible mais c'est moins cher en coût d'acquisition. Et ensuite, les autres leviers, c'est de faire du contenu sur mon site. La plupart du temps, le client, il fait du contenu de référencement, SEO. Et donc, du coup, il arrive à avoir des premiers leviers et avoir sur son site internet une audience. Et à partir de là, on peut travailler l'inbound, c'est-à-dire faire du contenu intelligent pour l'attirer. Mais ce qui est extrêmement important, puisque là on parle un peu plus du commercial 3.0, c'est que du coup, aujourd'hui, commercialement, toute entreprise va avoir le même schéma. Je vais pouvoir du coup attirer une audience sur mon site internet, je vais faire des salons ou des événements, je vais aller poster des posts sur les réseaux sociaux, je vais avoir peut-être une liste de prescripteurs, et donc toutes ces actions sont des opportunités commerciales. Et l'enjeu du commercial 3.0, c'est à la fois d'avoir une continuité de ces actions, c'est-à-dire de ne pas perdre d'opportunités en cours, donc de les récupérer
Et du coup, ce qu'il faut, c'est construire des tunnels de conversion. J'ai mon tunnel marketing qui me permet que toutes mes actions marketing m'amènent des prospects que je fais grandir par rapport à mon offre, mes services, ma marque. Et puis derrière, il me faut un outil de gestion client, ce qu'on appelle des CRM ou des GRC. Et du coup, je gère mes prospects chauds dans un tunnel. Je dois les appeler, faire une découverte, faire une proposition et négocier avec eux. Donc ça implique que l'entreprise soit digitale. Alors ça implique en tous les cas qu'on ne peut plus travailler comme avant. Et donc, il faut à un moment donné, on n'est pas obligé de tout digitaliser et de s'en faire une montagne. On est obligé en tous les cas de faire des premiers pas vers un monde qui change. Je suis obligé de communiquer différemment, je suis obligé de moderniser mon processus commercial et donc je suis obligé d'avoir des commerciaux plus intelligents qui vont aussi savoir regarder l'information globale qu'on collecte sur l'entreprise. Par exemple, si je peux aller voir le profil sur LinkedIn, je peux aller voir l'historisation du site internet pour voir ce qu'a lu mon prospect. Je peux aller chercher des informations sur société.com. Je peux aller sur le site du client. Quand j'appelle mon prospect, j'ai de l'information. Et donc, je vais co-construire la proposition. On n'est plus dans une proposition non plus descendante commercialement. On la co-construit. On va travailler ensemble pour faire un bout de chemin avec ce prospect et pour qu'à un moment donné, il se dise ouais, c'est vous qui avez l'expertise. J'aime bien le sens que vous donnez à ma proposition. Et donc, on n'enlève pas le métier du commercial. On vient simplement lui dire, tu ne peux plus travailler comme avant, c'est plus pousser et puis taper des portes. Le temps que tu gagnes sur la prospection, qui aujourd'hui est plutôt que le marketing s'aligne avec toi pour t'attirer des bonnes opportunités, pas des cailloux, des pépites, derrière, ce temps gagné, il l'a pour faire du commerce. D'accord. Et dans cette démarche, qu'est-ce que tu conseilles à l'entreprise ? Parce que c'est plein de choses, c'est énorme, il faut produire son contenu, puis il y a le quotidien de l'entreprise, et je pense notamment aux plus petites. Est-ce qu'elles peuvent se faire accompagner, le mieux c'est de se faire accompagner par des structures ? Alors, il faut se faire accompagner, puis en fait, il faut que le patron et ses équipes reviennent sur des principes basiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est que le client soit au centre de l'entreprise. Donc, je dirais que déjà, fondamentalement, il faut changer son regard. Ce qu'attend le client, c'est qu'on réponde à ses questions et à ses problèmes. Aujourd'hui, de dire, moi, l'entreprise, on est les meilleurs, je suis le plus beau, je suis le plus fort, le client, à la limite, c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'il a des besoins, il veut qu'on l'écoute et il veut qu'on réponde à ses besoins. Donc, c'est déjà changer son regard. On appelle ça, je vais te donner un anglicisme que tu n'aimes pas, mais c'est pour t'embêter, on appelle ça être customer-centric. Mais c'est véritablement changer son regard. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, on peut commencer par étapes. Commencer par étapes, c'est déjà effectivement se poser des vraies questions de son modèle d'acquisition. Est-ce que les événements que je fais sont porteurs ? Aujourd'hui, ce que je vais te dire va te faire sourire. J'ai un client qui me dit récemment, il y en a marre des commerciaux, ils ont fait un salon, il nous a coûté 40 000 €. Et ce qu'on a, il a laissé les cartes de visite du salon dans son jean, et puis le jean a été mis à laver, et puis on a perdu tous les contacts. C'est une anecdote, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans ces modèles-là, il n'y a pas de continuité de l'action. Aujourd'hui, je vais sur un salon, je scanne les cartes de visite directement à la fin des entretiens et je les envoie directement dans mon outil de gestion client. Du coup, ils ne sont pas perdus et en plus, je les ai qualifiés en mettant des notes et éventuellement, dès le lendemain, je peux les traiter. Donc, c'est plutôt la continuité des outils que je peux avoir et de l'action commerciale. Donc, la techno me permet de faire ça, ce qui est plutôt bien. Et par contre, derrière, il ne faut pas oublier la réactivité de passer le coup de fil. Moi, cet après-midi, on garde les fondamentaux. J'ai eu quelqu'un qui est venu sur mon site internet et qui était scoré, très intéressé par ce que je fais. Je l'ai appelé tout de suite, on a eu un échange, elle m'a pris en ligne. Donc, je ne sais pas si on fera affaire ensemble, mais en tous les cas, j'étais réactif. J'ai bien compris ses besoins. On a calé un deuxième rendez-vous. Donc, le commerce ne change pas de ses fondamentaux, réactivité, émotion. J'adore un terme utilisé par Michael Aguilar, qui est assez connu, qui fait des conférences en France, c'est la chaleur ajoutée. Donc, on n'oublie pas de créer du lien. En fait, il faut être différenciant, donner toujours de l'envie de travailler avec notre entreprise. Et puis, il faut envoyer des contenus intelligents, il faut montrer l'expertise. Donc, on ne change pas les fondamentaux, on s'adapte à la technologie. D'accord. Et alors, c'est gentil, mais est-ce que ça fonctionne et puis combien ça coûte ? Tu m'as dit pas de questions. Oui, il y en a quand même. Alors, oui, ça fonctionne. Tu as sur la place énormément de modèles d'entreprise sur
territoire qui aujourd'hui fonctionnent principalement avec ce type d'acquisition. Tu as des exemples sur des J'en grands ai plein, peut-être, on peut parler toutes. Moi je travaille avec la Lufthansa, on peut parler aussi d'entreprises plus locales, je pense à Digitaléo, Artefacto, ce sont des entreprises qui ont bien compris ces méthodes inbound, Mediaveil. Une grande partie du développement de Mediaveil s'est fait autour de ces approches inbound marketing. Nous-mêmes, on génère la totalité pratiquement de nos ventes par ce qu'on commercialise auprès de nos clients, ce qui est plutôt normal et logique. Ce que ça coûte après, c'est toujours pareil. Toute entreprise n'a pas besoin de tous les leviers. Quand j'ai une entreprise plutôt modeste, déjà si mon site est bien fait, que le contenu froid est plutôt tourné vers mes clients, que je cible, que j'ai déjà les leviers du référencement naturel et puis acheter des mots-clés pour attirer une audience qualifiée, déjà c'est des premiers pas. Puis un outil de gestion client, il y en a à 50 € par mois, je pense à Pipedrive qui n'est pas très cher. Donc oui, on peut faire des choses dans des budgets mesurés. Après, ça dépend où je vais. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire qui je veux toucher, quel chiffre d'affaires je veux faire, mais je peux presque aujourd'hui construire mon action digitale avec un budget et en disant je vais réussir à collecter X clients. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au modèle économique, on le fait, du budget à consacrer pour un budget que je vais définir et un chiffre d'affaires que je vais acquérir. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Alors, je ne sais pas, peut-être un de tes clients ou imaginer, si tu ne peux pas livrer le nom d'un de tes clients, d'un processus d'acquisition, comment il te contacte, comment ça fonctionne? Alors, comment il me contacte moi sur mon agence ou comment lui fait son acquisition de clients? Son acquisition client, en fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, globalement, les clients vont être de moins en moins quand même sur des actions commerciales physiques. Même les salons, ça devient un peu compliqué. Donc, on va être de plus en plus dans de l'acquisition sur le digital. Cette acquisition va se faire globalement par de l'expertise de l'entreprise poussée sur les réseaux sociaux, poussé sur son site web et poussé dans des contenus du blog souvent. Et donc, c'est effectivement ces mots-clés, ces contenus intelligents, ces expertises dont on fait la promotion. Alors, on peut aussi promouvoir en achetant effectivement de la publicité, tous ces mots-clés. Et donc, il va acquérir une audience. Donc, on a beaucoup de clients qu'on rencontre qui vont avoir une audience de 5 000, 6 000, 10 000 visites chaque mois. Et cette audience, si tu n'en fais rien, elle ne sert pas à grand chose, parce que si c'est juste tes demandes de formulaire ou les calls que tu as sur ton site internet qui font globalement tes appels, tu vas peut-être en avoir 10, 15, 20 sur le mois. Là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce potentiel que tu as payé en acquisition par du temps homme ou par du budget, tu peux en faire quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de leur donner envie à ces visiteurs qui sont des curieux sur ton site internet à s'identifier par l'adresse mail ou par de la donnée comportementale, nom, prénom, téléphone, etc. Parce qu'ils trouvent que ce que tu leur délivres comme information est intéressant. On est en train de faire une émission radio. On va donc faire un article de blog. À l'issue de cet article de blog, on va mettre le podcast en téléchargement. Donc sur le podcast en téléchargement, on va le joindre à un formulaire de contact. Dans ce formulaire de contact, on va demander le mail, on va demander le nom, le prénom, le téléphone. Donc une partie de l'audience qui est venue sur le site internet va donc accepter de s'identifier. Elle va donner de la donnée comportementale qui va nous permettre de lui délivrer des contenus plus personnalisés. Si c'est un directeur marketing, si c'est un directeur commercial, je ne délivrerai pas le même scénario de contenu. D'accord. Et à partir de là, il va se dire, il y a vraiment des sujets qui m'intéressent. Je m'aperçois qu'on devrait vraiment moderniser la prospection dans notre entreprise parce que voilà, on n'a pas d'outils de gestion client, on ne relance pas nos clients. Donc on a des axes de développement où c'est au niveau marketing. On est sur des actions qui ne sont pas coordonnées. Alors, on fait pas mal de choses, mais ce n'est pas coordonné. On n'a pas vraiment de mesure des prospects qui arrivent. Donc du coup, ils vont retravailler un petit peu tous ces métriques, améliorer chaque axe, mais surtout les coordonner par des outils. Alors je ne vais pas rentrer, tu m'as dit de ne pas rentrer dans la technique et les anglicismes. Mais on va avoir des outils, on appelle ça du marketing automation. C'est des plateformes qui vont te permettre de gérer tout ce que tu faisais séparément entre tes calls, ton chatbot, tes envois d'emails, etc. Tu vas pouvoir coordonner l'ensemble de tes points de contact dans un même outil et piloter ton action digitale et avoir des métriques. Et dans les clients que vous accompagnez, si on prend l'exemple de Winbound, est-ce qu'il y a un petit peu un avant, un après? Est-ce que ça s'est traduit sur leur chiffre d'affaires? Quels sont les retours que tu les peux retours, avoir? alors je ne vais pas citer l'entreprise, mais là j'ai une entreprise, on a démarré il y a 18 mois. On a fait le point annuel. Aujourd'hui, elle a fait 600 000 € de chiffre d'affaires uniquement par l'attraction inbound. Alors, elle fait d'autres chiffres d'affaires par d'autres actions, mais c'est extrêmement important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, on parle beaucoup du social selling.
qui pour moi est encore un levier d'acquisition. Je parlais du SEO, du référencement naturel. Tu vois, j'essaie de me corriger. De l'acquisition payante du contenu SEO, etc. Donc on peut faire plusieurs leviers. Dans les leviers, il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont correspondre à des typologies de clients. Si je veux toucher des artisans, je vais plutôt être sur Facebook. Si je veux toucher des DRH, je vais plutôt être sur LinkedIn. Donc en fait, par rapport à ces réseaux-là, je vais m'adapter et je vais pouvoir aussi animer ma page entreprise, je vais pouvoir animer les comptes du dirigeant, etc. pour aller chercher de l'acquisition et aussi scénariser des envois avec de l'intérêt et le ramener dans le tunnel que j'ai créé, qui est un tunnel d'acquisition. Donc en fait, le digital, tel qu'on le pratique, c'est une modernisation du processus d'acquisition et du processus de validation commerciale, mais on reste des commerciaux. Tu prends ton téléphone pour prendre ton rendez-vous, tu crées de l'émotion, tu mets des messages sympathiques, tu rencontres ton client, tu le fidélises. Donc c'est du commerce. Donc c'est une autre organisation aussi du temps en fait, parce que ça prend du temps aussi de produire le contenu. Alors ça prend du temps, mais c'est un alignement marketing et commerce. Le marketing, souvent, et quand je dis ça, bien évidemment, je ne critique pas la fonction, mais moi j'étais dans des groupes où on avait franchement des opérations qui descendaient du marketing du siège, et les commerciaux disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore le marketing? Et puis le marketing disait, il y en a marre, les commerciaux, ils ne jouent pas le jeu de ce qu'on fait. Donc on voit bien que pendant longtemps, il n'y avait pas d'alignement, parce que c'est deux populations qui ne se comprenaient pas. Aujourd'hui, dans ce monde digitalisé, le marketing et le commerce doivent s'aligner. C'est-à-dire que le marketing est un levier énorme d'acquisition d'opportunités pour le commercial, à condition que le commercial traite bien les leads qui sont générés, les opportunités. Et donc, il s'aligne, et donc il faut faire des réunions mensuelles entre le commerce et le marketing pour dire, écoute, les leads que tu m'as générés, ils n'étaient pas assez qualifiés, comment on peut améliorer? Et puis, le marketing doit dire au commerce, tiens, de quel sujet tes clients te parlent qui nous permettrait de faire des contenus. Donc, on est moins siloté. Les entreprises sont en silo. Globalement, tous les services sont en silo, parce que forcément... chacun a son process, sa méthode, son savoir. Et aujourd'hui, il faut désiloter. Je ne sais pas si ça se dit. Dans tous les cas, je le dis. Il faut désiloter, il faut aligner, il faut travailler ensemble. Il faut mieux comprendre le métier de chacun. Et là, tu as un levier qui est considérable. Et tu n'as pas le choix parce que c'est un avantage concurrentiel. Et alors, en France, est-ce qu'on est plutôt sur ces nouvelles technologies en avance, en retard Alors globalement, l'inbound marketing, si on en parle, mais qui est quand même le fer de lance d'un marketing moderne et non intrusif, on peut l'utiliser en social selling, il modernise le processus commercial. Globalement, ça a 15 ans aux États-Unis. C'est aujourd'hui donc très très développé dans les pays anglo-saxons. Ça s'est développé depuis une dizaine d'années en Espagne, qui est un pays très mature, en Allemagne. Et la France, ça a démarré il y a 5 ans. Donc on a un peu plus de 5 ans de retard. Par contre, c'est une pratique qui sera courante, qui évolue très très vite. Ça serait une pratique courante dans les 2-3 ans à venir, d'une pratique nouvelle et moderne. Alors après, elle va évoluer, parce que les outils évoluent, les réseaux sociaux évoluent. J'ai fait un post lundi sur LinkedIn, sur les nouvelles options. On voit bien que LinkedIn sort en ce moment une option chaque semaine. Donc on voit bien que on est... dans les nouveautés, dans une adaptation aux consommateurs. Donc ça bougera, mais le commercial 3.0 a des nouveaux enjeux forts de coordonner ses actions, de s'aligner avec le marketing, de travailler plus intelligemment, de rentrer toutes les données qu'il a d'information de ses clients dans son outil de gestion client, de récupérer la donnée marketing pour bien faire ses découvertes. Donc en fait, il a quand même drôlement de la chance, le nouveau commercial 3.0. Son métier est peut-être plus dur, mais il a plein d'outils, plein d'éléments. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on envisage, est-ce que vous êtes sollicité, j'en sais rien, on est dans une université par l'éducation nationale, ou voilà, pour former aussi, parce qu'on parle des technologies, mais les jeunes qui sortent de l'école, ou ceux qui sont moins jeunes et qui sont commerciaux, il faut prendre ce virage. Donc, il y a un virage à prendre. J'ai vu un professeur de marketing de la Sorbonne donc au salon e-marketing à Paris. Il est venu me voir pour me dire je ne savais pas que ça existait. Donc il y a sans doute encore un petit peu de travail. Nous, on a plusieurs processus de formation. Premièrement, on est organisme de formation. Donc on forme beaucoup d'entreprises à ces nouvelles approches. C'est le quart d'heure pub. C'est le quart d'heure pub. Non, on a une école de la seconde chance. On forme 20 jeunes par an en situation de handicap ou en situation de difficulté scolaire au métier du digital, et donc on les forme aussi à l'Inbound. Et comme ça va passer vite, on va créer notre université du digital. Mais c'est pas de la publicité, c'est juste pour dire que on joue le jeu, en tous les cas, de la participation qu'on peut avoir dans le système éducatif. Maintenant, c'est sûr que les pratiques Inbound, ce type d'outils, devraient, à mon sens, être plus intégrés dans les programmes de marketing. Mais bon, voilà.
D'accord. Et alors tout à l'heure, tu abordais la question de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces techniques amont pour capter le prospect et pour le transformer en client, ça puisse aussi être fait par une quelconque intelligence artificielle? On peut se dire l'intelligence artificielle, c'est quoi cette grosse machine? Est-ce que ça va se faire? Moi, je pense qu'il y a effectivement, si je prends alors le plus simple, parce que le problème de l'intelligence artificielle, il faut le rendre concret. Mais par exemple, la traduction, Google Traduction, c'est une forme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de systèmes élaborés. Aujourd'hui, quand vous regardez une série TV, Samsung va être en capacité de vous donner le prix de l'article où vous pouvez l'acheter. Donc toutes ces formules qui naviguent entre la data, la technologie, la reconnaissance vocale, la reconnaissance visuelle, etc., vont apporter, à mon avis, du plus. Mais on ne va pas, encore une fois, le métier du commercial ne disparaîtra pas. Aujourd'hui, il y a donc un système assez sympa qui s'appelle Julides. Et Julides, c'est en fait de l'intelligence artificielle. C'est en fait un algorithme qui me permet de prendre des rendez-vous et de les mettre dans mon Hangout ou dans mon Skype ou dans mon agenda. Donc, mais c'est simplement un outil qui me permet d'aller plus loin d'une action et de me faire gagner du temps. Mais on ne remplacera pas le commercial. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je crois à l'émotion. Je crois à la relation client. C'est ce qui peut faire la différence d'une vente. Si demain, on n'a pas ça, c'est quoi la différence entre aujourd'hui tu lances un appel d'offres, tu as 3 propositions qui globalement sur un métier seront identiques, à part les couleurs, à part le contenu, voilà. Donc c'est comment on crée la différence. On la crée par son expertise et sa pertinence à proposer des solutions, je pense, co-construites. Je crois véritablement que la découverte client, la compréhension du métier du client, le fait d'aller peut-être y passer une journée pour bien comprendre ce qu'il fait, etc., et de lui faire une vraie offre personnalisée à son métier et de la construire ensemble est une valeur ajoutée forte de la vente. Et puis ensuite, derrière, ça reste de la relation, d'avoir envie de travailler ensemble, d'avoir confiance, de créer un climat de confiance. Donc oui, il va se faire des choses. Oui, il se fait des choses. On voit pas mal de projets Microsoft, tout ça, mais bon, je pense qu'avant qu'on arrive à tout traiter, surtout sur des budgets conséquents, tu peux traiter en intelligence artificielle peut-être sur de l'e-commerce. Il y a peut-être des choses qui peuvent te faire avancer dans ton processus de vente, mais bon, voilà, puis on n'a pas envie que tous les métiers disparaissent non plus. Et alors, quels sont les secteurs qui aujourd'hui, les secteurs d'activité qui sont les plus utilisateurs d'inbound ou de nouvelles technologies? Alors globalement, on peut séparer le secteur entre le B2C, donc Oui. le particulier à particulier, et puis les pro à pro, B2B. Globalement, dans l'e-commerce, on est aujourd'hui plutôt dans la fidélisation client et dans l'engagement client dans le cadre souvent d'abandonnistes. Je vais sur un site e-commerce, je vais être moins dans de l'inbound, je vais plutôt être sur effectivement des produits qui me plaisent et qui me séduisent. Donc là, plutôt le fait que j'ai trouvé ces produits-là en les cherchant sur Internet, donc plutôt du référencement payant, plutôt du positionnement de mots-clés. Je vais sur ce site Internet, je surfe, je trouve le produit qui m'intéresse, j'arrive au moment de l'achat, les frais s'additionnent au coût, je dis « Ah mince, je pensais que c'était moins cher que ça ». J'abandonne. Là, il y a des techniques spécifiques pour réengager le client avec de l'offre promotionnelle, avec de l'offre. Alors, il y a du retargeting, ce qui peut vous suivre pendant quelques jours, ou d'autres techniques. Et puis après, il y a la fidélisation client, c'est de se dire, mon client moyen pourrait consommer un panier de temps par an, il a fait qu'un achat, je peux essayer de le rengager pour qu'il soit sur un panier client un peu plus important sur l'année. Donc là, c'est plutôt l'e-commerce. Quand on va travailler souvent l'inbound, on va le travailler en e-commerce, c'est possible. On va le travailler, enfin en tous les cas en particulier, mais souvent en B2B, parce que nous, on est sur des cycles longs d'achat. Parce qu'en fait, on va évangéliser. Par exemple, je peux être en B2C sur des... Quand tu dis cycle long, c'est quoi entre 3 et 6 mois. Si je veux acheter un camping-car, j'ai besoin d'être rassuré par la marque, rassuré par le produit, rassuré par les options qu'il propose. Et donc là, c'est intéressant, puisque du coup, le concessionnaire va pouvoir communiquer sur ses différences, sur la prévente, sur les options qu'il propose, sur le fait que je puisse être dépanné n'importe où je suis en France, sur le fait que il y a une vie en camping-car, il y a peut-être des recettes de cuisine, il y a peut-être une manière d'appréhender, voilà, donc il va pouvoir communiquer. Donc là, on est en B2C, mais cycle long. Et puis quand je suis en B2B, ce qui est extrêmement intéressant, souvent, c'est mon avantage concurrentiel. Souvent, le patron, il est très très bon dans son expertise métier. Lui, il le sait, ses équipes le savent, ils disent on est super bon, nos clients sont super contents. À l'extérieur, ça ne se sait pas. Et quand je suis petit, ça ne se sait pas. Je n'ai pas les moyens de communiquer. Donc là, c'est un bon moyen de pousser l'expertise, d'interroger les salariés en faisant des interviews sur ce qu'ils font tous les jours, etc. Et donc, je peux prendre la parole.
Le web, c'est quand même un monde qui est ouvert. Moi, j'ai des clients en Suisse. Là, je suis sur un projet de client au Brésil. Donc, c'est un monde ouvert. Je peux conquérir des clients partout si je suis bon dans ce que je peux leur proposer. Et est-ce que ces technologies, et on parle spécialement de l'inbound, il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas faits pour, je ne sais pas, je pense peut-être au commerce de proximité, commerce de bouche. En fait, pour chaque métier, chaque spécificité, tu peux avoir une approche, puis il ne faut pas opposer l'inbound et l'outbound, qui est le marketing traditionnel. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire de la communication sur un programme TV, en télé, en radio, dans la presse. Et ça fonctionne parce que tu es effectivement sur un modèle économique de proximité. Donc en fait, il ne faut pas opposer ce qui se fait. C'est simplement, effectivement, il y a une évolution du comportement. On doit s'y adapter. Le consommateur est dans un cycle, effectivement, aujourd'hui, où si tu vas acheter une voiture, aujourd'hui, 100% des acheteurs qui veulent acheter une Renault, qui rentrent dans une concession Renault, ils viennent acheter une Renault. Ils ont fait leur choix. Pourquoi ils ont fait leur choix? Aujourd'hui, tu vas acheter une voiture Renault, avant une porte ouverte, tu vas sur Google, tu tapes le modèle que tu as vu qui t'intéresse, tu compares les modèles équivalents, tu regardes les options, tu regardes les prix, tu as 2-3 questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, mais quand tu passes la porte de Renault, tu veux le vendeur ou le commercial 3.0 qui te répond aux 2-3 questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Si tu tombes sur le vendeur des années 80, qui lui est 0.0, et qui du coup te fait l'article complet de la voiture, tu pars en courant, parce que ce n'est pas ce que tu attends. Donc on est dans un changement du commercial, du profil. Il y a ceux qui s'adaptent effectivement à ces nouvelles technologies et qui doivent profiter de l'information qu'ils ont pour améliorer leur vente et la qualité de ce qu'ils vont proposer aux clients. Mais on ne peut plus faire l'article comme on faisait avant, aller après sur du push, etc. On l'accepte moins. Et alors, tu parlais dans le comportement, dans le parcours d'acquisition du client. En fait, au fur et à mesure, moi je suis client, je renseigne les choses. Alors, comment effectivement tu fais avec la RGPD? Comment tu fais avec la CNIL? Parce que je donne des données. Comment tu gères ça? Alors, on ne va pas rentrer dans la RGPD. D'ailleurs, Ouais. c'est pas un sujet hyper passionnant. C'est un sujet un peu contraignant, du coup. On en parlera peut-être plus dans un mois. Mais... Voilà. Il y a deux choses. Il y a ce que tu utilises qui est un fichier que tu as acquis avant. Donc tout le monde a fait de l'acquisition de fichiers, tout le monde a collecté de la donnée pour son business. Nous, on est non intrusif. Donc en fait, la donnée qui m'est donnée, elle est par consentement. Mon prospect accepte de me donner son mail, accepte de donner de la donnée comportementale. Je l'informe sur, par contre, ce qui peut être les cookies ou des outils qui permettent effectivement d'avoir de l'information de navigation. Donc là, je l'informe de ce que je vais en faire. Et s'il veut télécharger un livre blanc, je l'informe qu'à partir du moment où il me donne son mail, je lui propose de continuer à recevoir de l'information sur ce que je veux lui proposer, ce qui l'intéresse. Après, il a le droit de se désabonner. Et par contre, si je fais des envois massifs sur des fichiers qui ne m'appartenaient pas, je dois le faire avec consentement. Donc, il y a des pratiques qui évoluent. C'est plutôt bien en B2C. Il y a eu des abus. Il y a eu l'affaire Facebook. Donc, il y a eu des abus de collecte de données pour lesquels le consommateur était plus ou moins consentant, mais il ne s'en rendait pas toujours compte. En B2B, en tout cas dans nos pratiques, c'est très différent. C'est par consentement. Il est au courant de ce qu'on va faire. On l'informe tout le long de son processus. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer des contenus qui nous paraissent de plus en plus intelligents par rapport à ce qu'il cherche. Donc, on va lui donner de plus en plus d'informations. Et on va lui faire un score qui est interne, qui est de se dire, il marque un intérêt fort et je sais aujourd'hui que dans ce processus-là, il est très intéressé et je sais rapidement s'il veut refondre son site internet, s'il veut plutôt moderniser son processus commercial ou faire de l'acquisition en référencement naturel. Et donc, je vais lui proposer les bonnes infos. Et donc, on n'est quand même pas intrusif, on est permissif et ça se passe plutôt bien. D'accord. Et alors là, on parle du commercial 3.0, pardon. Toi, tu disais que tu as connu celui des années 80. Comment tu vois les évolutions encore sur ce métier, parce que ça va se poursuivre? Les évolutions sur ce métier font qu'effectivement, on est en train, alors on est déjà dedans. On est en train de changer le processus commercial et les modèles commerciaux. On est en train de faire plusieurs métiers commerciaux. On va avoir aujourd'hui des pré-sales qui vont du coup récupérer des opportunités et vont les qualifier. Donc, ils vont les appeler. Donc beaucoup plus en amont. Beaucoup plus en amont. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle les call centers, mais du coup, des gens un peu plus affûtés qui vont les appeler, qui vont qualifier le projet. Quel est votre projet, quelle est la date de livraison que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Un pré-sales et qui va ensuite donner ce contact à un commercial plus affûté.
Donc alors il y a plein de modèles, il y a des account managers, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, tu as plein de modèles qui marchent. Les démos d'un produit technologique, ça marche très bien. Du coup, il y a la proposition gratuite de faire une démo. Derrière, un pre-sales qu'appelle pour effectivement qualifier ce projet. Et puis après, c'est donné à quelqu'un de plus affûté qui va aider. Et tu peux même avoir un quatrième métier qui va être celui qui va globalement faire du conseil, aider à mettre en place, faire ce qu'on appelle un peu l'onboarding, donc former le prospect à l'usage de l'outil. Et donc, tu vois, donc c'est des nouveaux métiers. Il y a ceux qui font que de l'onboarding, que des mini-formations pour apprendre à utiliser un outil, ceux qui sont en pré-sales de qualification, et puis le commercial qui finalise la vente, qui est assez affûté sur les arguments. Donc, on a un métier qui, du coup, se professionnalise et se segmente aussi par rapport au processus d'acquisition. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un métier qui se réinvente, qui va continuer à se réinventer. Mais encore une fois, il va vivre très longtemps. Et je pense que c'est un métier qui est loin d'être mort. Merci Michel. De rien.